Bonjour, on est le 6 novembre 2024, l'élection présidentielle a eu lieu aux États-Unis. Monsieur Trump a été élu dans un raz-de-marée. Une vidéo, je réponds à vos questions pressantes. Bon, c'est une vidéo brute de décoffrage, sans montage, sans images. Je fais ça en vitesse, il n'y aura pas de générique ni les petites fioritures que j'ai pu ajouter récemment. On répond aux questions pressantes. Vous verrez peut-être ça aussi avec un peu de chance, si nous avons un peu de chance dans la presse écrite, des choses du même ordre. Que nous dit l'écrasante victoire de Donald Trump sur l'Amérique d'aujourd'hui et notamment sur ce clivage culturel? Alors, le clivage culturel, il existe depuis un moment. Il existe même depuis le 19e siècle. C'est ce clivage culturel qui avait conduit à la guerre de sécession, une guerre civile aux États-Unis. Beaucoup de morts, beaucoup de cruauté des deux côtés. Quand un pays est déchiré, ça a beaucoup de conséquences. Si vous regardez ce que j'écris depuis une dizaine d'années sur mon blog, vous verrez que je considère, et en partie pour avoir vécu aux États-Unis une douzaine d'années en continu, que la guerre de sécession n'a jamais véritablement été terminée, que donc c'est un miracle qu'elle ne rééclate pas tous les jours. Vous vous souvenez sans doute de certaines affaires récentes, l'affaire Floyd en particulier. Tout ça n'a jamais véritablement été résolu. Un pays qui s'est bâti sur la mise en esclavage d'une partie de la population par l'autre, importée dans ce cas-ci, à fond de cale, voilà, ne laisse des traces et est toujours prête à redémarrer un jour ou l'autre, malgré le ciment qui a pu exister de ce qu'on appelait le rêve américain. Vous installez dans un pays dont vous commencez par vous débarrasser des habitants. C'est un pays immense, c'est un pays avec des richesses extraordinaires. Le temps qu'on ait épuisé cette richesse, on a pu mettre en place ce qu'on appelle le rêve américain, c'est-à-dire que tout le monde va là-bas et tout le monde devient riche, à condition, bien entendu, voilà, de participer à l'élimination des gens qui se trouvaient déjà là-bas. Et c'est comme la reconstruction, voilà, vous vous souvenez peut-être de 45 à 60, même 70, les 30 glorieuses, quand on reconstruit un pays complètement dévasté, il y a du travail pour tout le monde, voilà, il suffit de trouver les sous pour le faire. Quand on pille un énorme continent, il y a la possibilité effectivement de dire que tout le monde peut devenir riche sans trop bousculer les autres, et je veux dire les immigrants. Alors, vous savez, il y a des immigrants de différentes qualités, et en particulier ceux qu'on emmène enchaînés à fond de cale, c'est pas, voilà, on ne les traite pas de la même manière que les autres. De même, ceux qui habitaient déjà là, ceux qu'on n'a pas éliminés tout à fait, et puis ceux qui se trouvaient là, mais qui étaient dans des pays voisins, comme le Mexique, le Guatemala, le Nicaragua, et ainsi de suite, l'Amérique centrale, et des personnes qui, petit à petit, reviennent sur le terrain de leurs ancêtres. Alors, le clivage. Quand en 2003, j'ai écrit un récit, j'espère que ce sera publié un jour, j'ai écrit un récit où je parle de mes interactions, j'habite à San Francisco à l'époque, je parle de mes interactions, et 2003, hein, donc il y a 21 ans, et j'habite dans un quartier assez huppé. On m'a trouvé un appartement parce qu'on avait besoin de mes services dans la banque. On m'a trouvé un appartement dans un quartier assez huppé. Il y a eu une crise juste avant, ce qui fait que les loyers ont été divisés par 2 ou par 3, et il est possible de vivre dans un quartier comme ça. Mais à l'arrêt du bus, parce que voilà, à San Francisco, quand même, on se déplace heureusement essentiellement avec des transports en commun. Il y a une dame qui me regarde d'un air louche parce qu'elle se dit que je suis probablement un électeur démocrate. Et moi, voir la manière dont elle s'habille un petit peu à la texane, on se regarde d'un œil intéressé mais torve, et j'écris un petit chapitre sur, voilà, sur la dame qui a d'autres opinions que moi, et ce clivage, il existe depuis toujours entre
entre ceux qui sont du côté de pas trop regarder, voilà, justement, au cadre éthique et ceux qui regardent le cadre éthique. Et vous savez que c'est assez particulier aux États-Unis que beaucoup de gens qui, en fait, n'ont aucun intérêt pour le cadre éthique se prétendent de manière tout à fait militante comme étant chrétiens, parce qu'ils s'intéressent à des points tout à fait particuliers et parce qu'il y a des clergés, il y a des clergés qui utilisent, je dirais, la crédulité de la population pour les faire croire des choses qui sont à l'inverse absolument total de ce qu'on peut lire dans le texte original, en particulier les évangiles. Alors, autre chose, le système bipartite, républicain et démocrate. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que d'un côté, dans un parti, vous avez tout ce qu'on peut trouver du centre-gauche jusqu'à l'extrême-gauche, et dans l'autre, vous avez tout ce qu'on peut trouver du centre-droit jusqu'à l'extrême-droite, ou pour le dire dans des termes plus imagés, droite civilisée et droite pas civilisée, d'un côté, et on pourrait dire aussi gauche civilisée et gauche pas civilisée de l'autre. Alors, tout ça fait les gens se disent partisans du Parti républicain ou du Parti démocrate. Ce qui ne dit absolument rien de savoir s'ils sont de centre-droit ou d'extrême droite, s'ils se disent républicains, qui ne dit rien du tout à propos des démocrates de savoir s'ils sont centre-gauche ou d'extrême-gauche non plus. Ce qui fait que des évolutions, excusez-moi, je vous l'ai dit, c'était brut de décoffrage, et en plus il y avait le rhume, ce qui fait que si on ne fait pas très attention, il se peut qu'à l'intérieur de ces partis, le rapport de force entre les vues extrêmes et les vues centristes puisse se déplacer sans qu'on fasse trop attention et que tout à coup, à l'occasion d'élections, on découvre en surface le véritable rapport de force entre droite et extrême droite dans le Parti républicain et entre gauche et extrême gauche dans le Parti démocrate. Si bien que des gens ont pu vous écrire des livres au fil des années pour vous dire « Trump n'est pas quelque chose d'inattendu ». Un petit livre qui vous dit, entre autres, Monsieur Donald Trump, un livre publié en 2020, Monsieur Donald Trump n'a pas détourné le Parti républicain, comme certains voudraient l'imaginer. De manière assez triste, le parti était déjà devenu Trump et tout cela était inévitable. Écrit en 2020. Bon. Il y a un autre livre qui date un tout petit peu plus tard, 2022. Pareil, c'est une réflexion sur le Parti républicain. Ça s'appelle Insurrection. Comment les républicains ont perdu leur parti et ont eu en réalité tout ce qu'ils voulaient, par M. Jeremy Peters, je n'ai pas dit le nom de l'autre monsieur, c'est Stuart Stevens, voilà. Ce sont des exemples. Si vous regardez derrière moi, vous voyez que j'ai acheté beaucoup de bouquins sur la politique américaine au fil des années. Il doit y en avoir au moins une quarantaine pour les 10 années les plus récentes. Je lis ça avec avidité. Le Tea Party, si vous vous souvenez de ça, je me suis un jour disputé, c'était sur France Culture, si je m'en souviens, à propos du Tea Party. Il y avait en face de moi quelqu'un qui disait que c'était un truc assez sympathique. Le Tea Party, donc, c'est une référence à un événement dans l'histoire américaine où des colons déguisés en indiens sont montés à bord d'un bateau et ont jeté tous les ballots de thé à la mer. C'est une protestation contre les taxes, on dirait aujourd'hui une protestation contre le Deep State. Voilà, le Deep State. Le Deep State, c'était les gens qui n'ont jamais véritablement existé, mais dont on nous dit maintenant qu'on va se débarrasser une fois pour toutes. Les fonctionnaires qui essaient de faire les gens de l'administration qui essaient de faire correctement leur métier, comme en se voyant comme des rouages de l'État. Mais évidemment, si vous êtes contre ce genre de choses, vous les verrez comme des ennemis. Donc, clivage, il est là depuis longtemps, il n'est pas toujours visible en surface et parfois, il ne demande qu'à réapparaître en surface. Il est là, en tout cas, depuis la guerre de sécession. Je vous rappelle, c'est dans les années 1860.
et toujours prêt à revenir à la surface. Donc la bipolarisation du pays, c'est pas une nouveauté. Ce qui a été le cas, je dirais, dans les années 30, 40, 50, 60, c'est que la droite dite civilisée était majoritaire à l'intérieur du Parti républicain. Ça a cessé de l'être, mais déjà avant M. Trump, on a pu déjà s'en douter au moment où est apparu donc ce mouvement du Tea Party qui était véritablement une extrême droite à l'intérieur du parti avec des gens comme Mme Sarah Palin. Et là, en particulier, le livre de M. Peters est consacré en particulier à l'apparition de cette Mme Sarah Palin, gouverneure de l'Alaska, et que M. John McCain, avait eu l'habileté ou je dirais la maladresse de mettre sur son ticket, c'est-à-dire comme vice-présidente quand il s'est présenté à la présidentielle américaine il y a quelques années. Alors, problème particulier des États-Unis, la manière dont un président de la République est élu. Chaque État, parce qu'il s'agit d'une confédération, chaque État s'est donné ses propres règles sur le nombre, non pas sur le nombre de gens qu'ils allaient présenter, qui vont pouvoir prendre la décision d'élire le président, mais sur la manière dont ces gens seraient élus. Et ça, c'est un casse-tête parce que chaque État, en fait ça à sa manière. Ce qui fait que souvent au cours des années récentes, ce qu'on appelle le vote populaire, c'est-à-dire la majorité des gens qui ont voté, étaient des démocrates, mais il y avait quand même des alternances entre républicains et démocrates. Cette fois-ci, raz-de-marée en faveur de M. Trump, et il aura probablement le vote populaire aussi. Non seulement il sera élu par les collèges électoraux, ce qui l'empêchera de devoir tricher systématiquement comme il a fait la fois dernière, mais en plus il aura été élu par une majorité de la population. Alors, la question se pose, pourquoi est-ce que ça a pu arriver? Alors, deuxième question. La défaite du camp démocrate peut étonner alors que les ménages américains n'ont jamais été aussi riches, qu'aucun soldat américain se bat à l'étranger et que l'économie américaine affiche un dynamisme surprenant. Est-ce à dire que l'économie ne compte plus dans le choix des électeurs? Oui, mes chers amis, il y a ce qu'on appelle les sociétés en altère, c'est-à-dire beaucoup de gens pauvres, beaucoup de gens riches et une classe moyenne qui s'effrite au milieu. Pourquoi? Parce que justement l'ascenseur social ne marche plus comme avant. Peut-être simplement pour une raison qu'on appelle de matérialisme vulgaire, simplement parce que ça est devenu plus difficile au bout de 250 ans d'exploiter un pays, parce qu'on arrivait là en terrain conquis et que c'était grand et qu'on pouvait faire plein de choses. C'est peut-être devenu plus compliqué. Et du coup, ce n'est plus aussi facile de devenir riche qu'autrefois. Par ailleurs, le pays est devenu, comme on dit complacent en anglais, complaisant envers ses propres institutions. Au moment où il y a eu la crise des subprimes, et où je fais partie des quelques rares personnes qui annoncent ça de près, j'attire l'attention sur le fait qu'en arrière-plan de cette crise des subprimes, qui, je vous le rappelle, ce sont des prêts au logement à l'intention de la partie défavorisée de la population, en arrière-plan de cela, on a modifié à la même époque, écoutez bien ce que je dis, parce que je crois que j'étais à peu près le seul à noter ça, mais j'étais tout à fait, je travaillais dans les banques qui faisaient du subprime, donc j'étais bien placé quand même pour le voir. On a changé les règles dites de la seconde chance sur la faillite individuelle. Jusque-là, jusqu'en 2006, il était très facile pour une personne de se lancer dans la vie, de se lancer dans les affaires, comme immigrant en particulier, et d'accumuler des dettes et qu'on efface l'ardoise. Et là, on a dit, on va cesser de faire ça, c'est plus nécessaire, etc., au très mauvais moment. Qui est-ce qui a voulu qu'on arrête ça? Les milieux d'affaires qui ont dit finalement ça nous coûte quand même trop cher, cette bonne générosité vis-à-vis des immigrants, qu'on efface l'ardoise systématiquement, la première fois qu'ils ratent les choses.
Ça n'a pas facilité, bien entendu, au moment où apparaît une crise économique, parce qu'il y avait une bulle financière, une bulle, voilà, immobilière, et que tout à coup, bon, les gens se lançaient là-dedans, et on pouvait à tout moment refinancer son prêt, c'était pas des prêts hypothécaires, mais enfin, on dit ça, on appelle ça comme ça ici, mais c'est pas des prêts hypothécaires, c'est des prêts qui sont véritablement euh, accordés par la banque, qui reste propriétaire des maisons. Donc un processus qui permettait de faire véritablement de la cavalerie, de la pyramide avec sa propre maison, par des gens pas riches et qui n'avaient pas, à qui on n'offrait pas la chance de se refaire une seconde fois. Alors pourquoi est-ce que les gens disent oui, oui, mais les électeurs de Trump, oui, oui, mais la vie est très chère, etc. Effectivement, la vie s'est renchérie à la suite du Covid. Voilà. Rupture des chaînes d'approvisionnement, les produits, bon maintenant il y a Temu et les choses sont en train de s'arranger, et d'autres firmes du même type en Chine, mais le prix à la pompe, etc., tout ça, une différence quand même toujours. Là, ce n'était pas simplement les chaînes d'approvisionnement, mais le carburant. Le carburant est devenu de plus en plus cher. Et phénomène aux États-Unis de type gilet jaune en France, et c'est bien encore pire aux États-Unis, ça ne paraît pas du tout. Bon, dans la région de Los Angeles, où j'habitais une dizaine d'années, faire un aller-retour de 3 heures en bagnole dans la journée pour se rendre au travail, bon, on commence à considérer que c'est un peu beaucoup, mais c'est pas inimaginable. La première fois que j'arrive aux États-Unis, on me dit oh, vous êtes... Oui, oui, il y a un magasin qui peut vous trouver. Voilà, ma valise était complètement déglinguée. Oui, oui, on connaît un magasin derrière le coin où vous allez pouvoir acheter ça, trois quarts d'heure en bagnole, rien que pour aller. Non. Et vous le savez, dans ce pays, vous avez de la famille absolument partout. Vous avez de la famille absolument partout. Vous habitez à la Californie, vous avez de la famille à New York, en Floride, etc. On prend l'avion pour aller voir les autres. Ça va de soi. Quand le prix de l'avion se renchérit, c'est tout un mode de vie qui est en train de basculer. Alors, fixation des gens sur le prix du carburant, sur le prix de l'alimentation qui avait augmenté, tout ça en fait comme des retombées du Covid. Monsieur Trump peut dire, de mon temps, voilà, il n'y avait pas du tout ce type de problème. Bien entendu, il y avait le Covid à son époque, il n'a pas su le gérer du tout. Il y a eu beaucoup plus de morts dans son pays qu'ailleurs. Il a raconté des trucs invraisemblables qu'on pouvait boire, je crois, c'était quoi, de l'acide chlorhydrique pour essayer de se guérir ou se prévenir contre le Covid. Et bien entendu, quand lui perd le pouvoir, eh bien toutes les conséquences, bien entendu, tout ça apparaissent soudain en surface. Et il peut dire maintenant, ben, c'était pas moi du tout, regardez, quand de mon temps, tout allait bien, et après, c'était devenu très très cher. Alors, donc, quelque chose aux États-Unis, quelque chose du genre gilet jaune. Ils n'auront pas dû le faire sur les ronds-points, ils auront pu le faire aux urnes, dire qu'ils ne sont pas contents et d'exprimer leur ras-le-bol. Un vote immense de protestation. Pourquoi la montée en puissance des votes de protestation? Parce que les problèmes à résoudre sont de plus en plus compliqués et il n'y a pas nécessairement, quand il y a deux partis qui se présentent, ou même quand il y en a 25 qui se présentent, il n'y en a même pas nécessairement un qui vient avec les solutions qu'il faudrait faire. D'autre part, il y a ce machin qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Qu'est-ce que les gens sont prêts à entendre quand on leur dit d'aller voter pour quelque chose? Ils ne sont pas nécessairement prêts à voter pour les trucs qu'il faudrait vraiment faire. Et même chose, peut-être encore pire du côté des politiciens, des politiciennes, ils ne sont pas prêts à proposer aux électeurs des choses qui seraient véritablement dans la fenêtre de ce qu'il faudrait faire. Et du coup, le décalage, il n'y a plus personne qui vient avec un programme qui concerne les choses qu'il faudrait véritablement faire, d'où un problème sérieux pour la nation. Le clivage homme-femme l'a-t-il emporté sur les clivages plus traditionnels? Alors oui, là, il y a quelque chose absolument neuf. Plus de 10 points de pourcentage de différence
chez les gens qui votent pour Mme Harris, qui sont une majorité de femmes, plus de 10 points d'écart par rapport aux hommes, et même chose dans l'autre sens, les hommes votent majoritairement pour Trump. Qu'est-ce qui a pu jouer là? La question de l'avortement, Roe versus Wade, qui n'était jamais inscrite dans la loi aux États-Unis, qui était un précédent de justice et qui a été renversé par une Cour suprême d'extrême droite, nommée en grande partie par monsieur Trump, et un féminisme militant, ce qu'on appelle un wokisme, c'est-à-dire une sorte de racisme à rebours, mais qui est souvent aussi sectaire que ceux qui dénoncent, en inversant simplement les propositions, en disant que si ceci est faux, le contraire exact est vrai, et cela a irrité un certain nombre de personnes dans la population, en même temps que d'autres étaient extrêmement contentes. Quand les enjeux de société sont défendus essentiellement par des groupes qui sont sectaires, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent plus compte d'un discours commun qui serait par exemple celui auquel renvoie la science, les choses telles qu'elles sont. Bon, tout ça il faut mettre un peu entre guillemets. J'ai consacré à cette question-là de savoir de ce dont on parle exactement quand on parle de la vérité et de la réalité dans un ouvrage qui s'appelle précisément comment la réalité comment la vérité et la réalité ont-elles été inventées? Je vous ai dit, un brut de décoffrage. En 2009, je me suis intéressé fort à cette question-là. Ces choses-là peuvent fluctuer, et en particulier quand il y a bipolarisation dans une société, il y a en fait deux vérités qui sont en train de se constituer. Maintenant on dit ouais, c'est les réseaux sociaux, etc. Non, non, pas nécessairement, non, non. Regardez la période, je ne sais pas, on va dire 1791, voilà. Il y a deux types d'opinions en France, hein. Il n'y a pas nécessairement un grand discours au milieu, il y a deux façons, deux vérités. Dieu est mon roi, d'un côté, et liberté, égalité, fraternité. Brut de décoffrage, je vous l'ai dit. Clivage hommes et femmes, oui, très massif cette fois-ci. Le discours policé pourra-t-il revenir? Ça ne va pas être facile dans l'immédiat, et en particulier parce que personne n'a véritablement de très très bonnes solutions aux problèmes qui se posent. Les médias mainstream ont-ils continué à sous-estimer Trump comme ils l'ont fait à une époque pour Poutine? Eh oui, chers amis, figurez-vous que j'ai écrit deux livres, et qui étaient faits, composés essentiellement à partir de chroniques que je faisais au jour le jour sur mon blog depuis 2015 pour attirer l'attention, lancer l'alerte sur le danger d'un candidat fasciste aux États-Unis. Ces livres ont dû vendre 200-250 exemplaires. J'avais proposé d'ailleurs à une maison d'édition qui m'a dit non, on ne peut pas publier ce genre de livre. D'ailleurs, on en a déjà publié sur le même sujet. J'ai regardé dans le catalogue, et qu'est-ce qui était mis? Il était mis, le titre n'était pas exactement comme ça, mais c'était Trump, rions un peu, quelques anecdotes amusantes sur le personnage. Bon, on rit beaucoup moins aujourd'hui, n'est-ce pas, vous et moi? Bon, il y a des gens qui rient aux États-Unis, mais c'est peut-être pas vous et moi. Alors, Trump et Poutine, oui, bien sûr, on a appris récemment, grâce à M. Bob Woodward, que depuis que pendant les 4 ans où M. Trump n'était pas au pouvoir, il correspondait régulièrement avec M. Poutine, à qui il avait envoyé d'ailleurs des tests de vaccins de Covid, à l'époque où ça n'existait pas sous la même forme en Russie. Il lui avait envoyé ça. Et M. Elon Musk, qui va devenir super ministre des universités, de la recherche scientifique, etc., lui aussi est un excellent copain de M. Poutine. Alors, est-ce que c'est bon? Alors, question suivante. Est-ce que tout ça est bon pour l'Europe?
Si, pas vraiment, pas vraiment. C'est pas bon pour la Corée non plus, c'est pas bon pour le Japon. Nous faisons partie d'alliances, en partie militaires, avec les États-Unis. Monsieur Trump, on dit, est un isolationniste, c'est-à-dire qu'il veut retrancher les États-Unis, qui ne se mettent pas trop de l'extérieur. Il avait d'ailleurs, dans les années 80, je crois que c'est en 85, il avait publié une page en disant pourquoi est-ce que les États-Unis soutiennent des pays et doivent payer pour leur armée, etc. Petit problème à l'époque, c'est qu'un petit farceur avait découvert que c'était exactement le texte copié-collé qu'on trouvait dans la politique officielle de l'URSS à l'époque en matière de défense. Donc c'était un tout petit peu biaisé quand même. Quels enseignements pour l'Europe? L'Europe va devoir se défendre elle-même. Il y a bien un truc qui s'appelle l'OTAN. On va voir ce qui se passe dans les jours qui viennent. Est-ce que la nouvelle est bonne pour l'Ukraine, pour la liberté de l'Ukraine? Bien entendu que non. Si M. Trump et M. Poutine font les choses la main dans la main, ça n'est pas une bonne chose de ce côté-là. Est-ce que ça va être une catastrophe pour le monde en général? Oui, bien entendu, vous connaissez mon sentiment. Alors, pour finir, des choses dont on n'a pas parlé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je l'ai fait remarquer depuis plusieurs mois. Quand je regardais, quand je faisais des rapports sur l'actualité américaine, comme je fais depuis, comme je fais depuis 2007 sur mon blog, presque 18 années, aux nouvelles américaines, depuis à peu près 6 mois. La première chose aux nouvelles, à part aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Des catastrophes environnementales. Bon. À Los Angeles, il y a le quartier de Palos Verdes. Un truc chicos, c'est pas possible, etc. Le truc est en train de descendre la colline depuis 1 an à peu près, petit à petit. On a dû couper le gaz, l'électricité, on vient de remettre le gaz à un endroit particulier, etc. Mais le truc est en train de s'affaisser, tomber dans la mer. La Californie est un endroit qui était très humide dans le nord, qui était très sec dans le sud, mais il y avait une certaine régularité là-dedans. Le nord est devenu entièrement sec à certaines époques et a entièrement cramé. Le sud est dévasté régulièrement par des inondations, par des pluies torrentielles, etc. Et si vous regardez ce qu'on appelle le Midwest, la partie centrale des États-Unis, vous apercevez que depuis plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, ce Midwest est dévasté de manière constante par des ouragans, par des tornades. On a l'habitude dans ces endroits-là, qui jusque-là étaient bien protégés, de construire en bois. Et quand vous regardez après que la tornade soit passée, vous voyez un grand tas d'allumettes. Ce sont des scènes absolument désolantes. On vient de voir des choses du même ordre, mais pas dans des maisons, avec des maisons en pierre en Espagne, là, des inondations. Vous avez vu sans doute des ouragans qui se succèdent maintenant en Floride à toute allure. Le facteur environnemental est présent. Et là, que vous votiez républicain ou que vous votiez démocrate, des grandes solutions à ce problème-là ne vous sont pas proposées. Pourquoi? Parce que voilà, on est en dehors de la fenêtre d'Overton. Et ce qu'il faudrait faire, c'est par exemple interdire qu'on continue à bâtir au bord de la mer, parce que c'est le gouvernement qui doit payer les assurances pour les maisons qui sont là, et comme ceux qui sont en bordure véritablement de la mer, ce sont les plus riches, l'État paye des sommes tout à fait considérables pour que les riches puissent continuer à être au bord de la mer. Ce sont des effets comme ça, cumulatifs, qui provoquent des phénomènes d'effondrement. Alors, une petite note, et là vous allez reconnaître le Jorion d'aujourd'hui quand même. Problème insoluble pour les êtres humains. Vous suivez mon regard. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont insolubles pour tout le monde de nos jours? Peut-être que vous n'utilisez pas ChatGPT et Claude. J'ai mis ça sur mon blog l'autre jour. Ça date des années 50. C'est M. Arthur C. Clarke. M. Arthur C. Clarke, il a écrit en particulier un livre qui est devenu le scénario du film Une Odyssée d'espace 2001. Il a aussi écrit le scénario d'un livre qui s'appelle en français Les enfants d'Icare et qui s'appelle Childhood's End, la fin de l'enfance en anglais. Qu'est-ce que ça raconte? Il vient un moment où rien ne va plus, alors que pourtant des extraterrestres étaient venus pour nous dire comment faire des choses.
Et tout à coup, rien ne va plus, les enfants ne répondent plus à leurs parents, et un beau jour, les enfants s'envolent, ils partent, ils vont tous au ciel. Une intelligence artificielle, mais venue d'un autre monde, est venue changer la donne, et quelque chose de tout à fait spécial est en train de se produire. Monsieur Martin Rees avait dit quelque chose du genre de ce qu'a dit, je ne l'ai toujours pas dit, m'avait dit Monsieur Arthur C. Clarke dans sa déclaration des années 50 ou 60, avait dit « Il est inéluctable que quand une intelligence artificielle sera meilleure que l'autre, la nôtre, la naturelle, que la naturelle fasse la place. » Et Monsieur Asimov, grand auteur de science-fiction, avait dit exactement la même chose, et j'allais mentionner Monsieur Martin Rees, astronome royal en Grande-Bretagne, la personne qui avait dit cette chose que je répète de temps à autre. Un être qui doit boire de l'eau potable, c'est-à-dire pas empoisonnée toutes les quelques heures, qui doit respirer de l'air non pollué, c'est-à-dire avec un grand nombre de choses qui ne soient pas dedans toutes les secondes, un être qui doit manger des choses qu'on appelle des aliments assimilables. Il pourrait y avoir un jour, un moment où il deviendra très difficile à cet être de continuer à vivre sur cette planète. Et si en arrière-plan, il y a une intelligence prête à prendre le relais, il est bien possible que le processus soit en train d'avoir lieu. Voilà. Alors vous me direz, bon, il déconne complètement et il part dans la métaphysique, etc. Mais quand on regarde un petit peu l'histoire humaine, avec quelques siècles de décalage a posteriori, on s'aperçoit que dans les explications de l'époque, il manquait essentiellement, précisément, ce qu'on appelle des explications métaphysiques, des choses qui sont de l'ordre de dégager le sens général de ce qui est en train de se passer. Alors voilà, je vous dis vote de décoffrage, donc je vais aussi fermer ça sous vos yeux. À bientôt, je vous tiens au courant de ce qui va se passer. Et ça risque de décoiffer dans les jours qui viennent. Voilà, allez, à bientôt.